Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le vendredi 19 septembre 2025 en direct de l'Indre et au programme de ce 426e épisode, un vers autoréplicatif frappe plus de 180 paquets logiciels. Une attaque zéro-clic a été découverte dans ChatGPT, alerte sur la surveillance active par des hackers nord-coréens, le CERT-FR alerte sur des vulnérabilités critiques dans Microsoft Windows, la CISA publie un rapport sur un malware visant Ivanti EPMM, un niveau guide pour les outils EASM est disponible, les dépôts de code en ligne sont extrêmement ciblés par des attaquants. Bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des sources utilisées dans la description de l'épisode ainsi que sur le site de radiocessort.org. Les chercheurs de l'entreprise Radware ont découvert une attaque de vol de données sur un serveur nommé Shadowleak, qui visait le service ChatGPT. L'attaquant exploitait une vulnérabilité zéro-clic dans l'agent Deep Research de ChatGPT, spécifiquement lorsqu'il est connecté à Gmail. La vulnérabilité permettait à cet attaquant, via un courriel spécifiquement conçu, d'inciter l'agent Deep Research à exfiltrer des données sensibles de la boîte de réception d'une victime vers un serveur tiers. Cette action s'effectue sans intervention de l'utilisateur et sans qu'aucune interface utilisateur ne soit visible. Les instructions de l'attaquant sont cachées dans du code HTML de l'email, par exemple en utilisant des policies minuscules, ce qu'on appelle des polices minuscules ou des couleurs de texte sur fond blanc, rendant l'injection indirecte et invisible. L'attaque se distingue par des techniques de fuite de données antérieures car elle s'exécute directement depuis l'infrastructure cloud d'OpenAI à l'issue des défenses locales ou d'entreprises. Elle peut affecter tout connecteur de Deep Research comme Google Drive, Dropbox ou GitHub. Cette vulnérabilité a été signalée par Radware à OpenAI le 18 juin 2025 et OpenAI a corrigé cette vulnérabilité début août 2025 et l'a officiellement reconnue comme résolue le 3 septembre 2025. Comme quoi, quand on raccorde sur ces comptes entreprises professionnelles des intelligences artificielles, c'est vrai que ça nous aide énormément, ça fait pas mal de jobs, mais c'est quand même une sacrée vulnérabilité aujourd'hui. Au moins 187 paquets disponibles sur le dépôt JavaScript NPM ont été infectés par un vers autoréplicatif. Ce logiciel malveillant vole les identifiants des développeurs et les publie sur GitHub. Chaque installation d'un paquet compromis entraîne l'exfiltration de nouveaux identifiants et leur diffusion publique. Ce vers a été baptisé Shai-Hulud. Alors pour ceux qui ont reconnu, c'est en référence aux créatures du roman de Dune, les fameux vers des sables. Lorsqu'un développeur installe un paquet compromis, le code recherche un jeton NPM dans l'environnement. S'il en trouve un, il modifie les 20 paquets les plus populaires accessibles avec ce jeton et insère son code et publie une nouvelle version. Selon les chercheurs de la société Aikido, la première compromission est observée le 14 septembre à 17h58 heure UTC. La propagation repose aussi sur l'outil open source TruffleHog, utilisé pour rechercher des identifiants exposés. Cette attaque a brièvement touché des bibliothèques gérées par CrowdStrike. L'éditeur précise que ses services de sécurité Falcon n'ont pas été affectés et que les paquets malveillants ont été supprimés rapidement. Step Security indique aussi que le malware cible les environnements Linux et Mac OS X et ignore les systèmes Windows. Il est capable d'énumérer des identifiants liés à AWS, Azure, Google Cloud Platform, et cette attaque a créé un effet de cascade. Un paquet infecté compromet des identifiants d'un mainteneur qui entraîne à leur tour l'infection d'autres paquets. Des précédentes attaques contre NPM avaient déjà été observées au mois d'août, notamment avec la compromission de l'outil open source NX. Mais Shai-Hulud introduit pour la première fois une propagation automatisée de type vers. Moi, je n'en avais pas vu depuis les années 2000, quand même. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas vu des vers qui fonctionnaient comme ça. Mais bon, des experts estiment que le modèle de publication de NPM devra évoluer vers une validation humaine obligatoire, avec une notification forte afin de prévenir la répétition de telles attaques. Selon une analyse conjointe de Sentinel Labs et de la plateforme Validine, des acteurs nord-coréens de la menace ciblent les professionnels de la cybersécurité. Attribuée avec une haute confiance au groupe Lazarus, la campagne nommée Contagious Interview abuse des plateformes de cyberrenseignement telles que Validine, Virus Total et MailTrail pour surveiller et améliorer leurs propres opérations. De mars à juin 2025, les cybercriminels ont été observés en train de créer des comptes sur Validine pour y rechercher des informations sur leur propre infrastructure. Ils agissent en équipe coordonnée,
utilisant probablement des outils de collaboration comme Slack, et réagissent rapidement aux fermetures de leurs services. Ils ont par exemple immédiatement recréé des comptes sur Validine après que la plateforme ait bloqué l'accès aux adresses Gmail. Bien qu'ils soient conscients de leur infrastructure, que leur infrastructure soit détectable, les cybercriminels ne procèdent qu'à des changements limités pour éviter d'être identifiés. Leur stratégie principale consiste à déployer rapidement de nouvelles infrastructures pour remplacer celles qui ont été démantelées, ce qui leur permet de maintenir un haut niveau d'engagement avec leurs cibles. Ces acteurs de la menace ciblent des demandes d'emploi du secteur de la crypto-monnaie en utilisant la technique d'ingénierie sociale ClickFix. On en avait déjà parlé sur Radio CSERT. Je vous recommande fortement de lire cet article. Il faut vraiment voir que ces acteurs de la menace, ils vont attirer leurs victimes vers de fausses offres d'emploi, les incitent à résoudre des erreurs techniques de fabriquer, puis à exécuter des commandes qui déploient des malwares. Des fichiers logs retrouvés sur les serveurs révèlent que plus de 230 individus ont été touchés entre janvier et mars 2025. Le Centre national de la cybersécurité du Royaume-Uni, le NCSC, a publié un guide d'achat sur les outils de gestion de la surface d'attaque externe, ou ce qu'on appelle l'EASM. Ce guide vise à aider les organisations à choisir le produit le mieux adapté à leurs besoins. Il faut savoir qu'un produit EASM identifie et analyse les actifs numériques d'une entreprise accessible depuis Internet, il recherche les mauvaises configurations, les expositions et les vulnérabilités qui pourraient être exploitées par des attaquants. Ce nouveau guide est une conséquence de l'expérience active de la Cyberdéfense 2.0 qui a révélé un manque de conseils indépendants sur la sélection de ces outils. C'est ça la plus grande difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous devez rechercher un outil qui va vous permettre de gérer votre surface d'attaque externe ou ce qui est exposé à l'extérieur, il y a beaucoup d'acteurs. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce guide, c'est une sorte de petit guide opératoire qui va vous permettre de faire des choix neutres et indépendants. Il présente des fonctionnalités attendues telles que des produits EASM et propose une série de questions qu'il faut poser pour aider à définir les besoins spécifiques de chaque organisation. Moi, en France, on a des super acteurs. C'est de la pub. C'est pas grave, vu que le podcast est gratuit et que je ne touche pas un centime d'euro. Il y a des produits comme Onif. C'est une boîte qui est française, qui est à taille humaine, mais ils ont un niveau d'expertise qui est assez intéressant par rapport à... Alors, ça ne fera jamais le boulot d'un Tenable ou d'un Qualys, hein, c'est pas ça l'objectif. C'est plutôt le côté que ça fait avec quoi. Il y a une autre société qui s'appelle Patrol, que je vous recommande aussi. Ils ont des produits qui sont bon niveau de maturité, et quand vous cherchez à savoir un peu ce qui se passe, c'est plutôt pas mal. Hein. Et puis un dernier, quand même, puisqu'il faut les nommer, c'est Adrien aussi qui le fait. C'est différent, c'est à tester, mais si vous le souhaitez qu'on fasse un jour un comparatif, je pourrais inviter sur Radio Cesseur tous ces acteurs, et puis on pourrait faire... à qui détecte le mieux, ou surtout qui c'est qui répond le mieux à votre besoin en tant qu'entreprise. Le CERT-FR a émis un avis concernant de multiples vulnérabilités dans Microsoft Windows. Ces failles permettent à un attaquant de provoquer une élévation de privilèges. Les vulnérabilités identifiées sont la CVE 2025 59215, 59216 et la 59220. Elles affectent de nombreuses versions de Windows, y compris Windows 10, Windows 11 et plusieurs éditions de Windows Server. Microsoft a publié des correctifs pour ces vulnérabilités dans les bulletins de sécurité datés du 18 septembre 2025. Bref, vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch. La CISA a publié un rapport d'analyse de logiciels malveillants ciblant les systèmes Ivanti Endpoint Manager Mobile, ou Ivanti EPMM. Ce rapport détaille le fonctionnement des deux malwares obtenus d'une organisation compromise par des cybercriminels. On peut constater que ces acteurs de la menace ont exploité la CVE 2025 4427 et la CVE 2025 4428 dans Ivanti EPMM. Le rapport fournit des indicateurs de compromission ainsi que des règles Yara et Sigma pour la détection. Pour se protéger, la CISA recommande de mettre à niveau les systèmes Ivanti EPMM vers la dernière version et de considérer les systèmes de gestion des appareils mobiles comme des actifs de haute valeur nécessitant une surveillance et des restrictions renforcées. Je vous recommande les articles de la CISA, c'est un très très bon niveau et en plus vous pouvez récupérer un certain nombre d'IOC prêts à fonctionner, il y a des fichiers JSON, en tout cas bravo. L'ACSC, le Centre australien de cybersécurité, alerte sur une augmentation des attaques visant les dépôts de code en ligne et les paquets de logiciels publics. Ces attaques ciblent des organisations et les particuliers qui maintiennent de tels référentiels.
Les acteurs de la menace accèdent aux dépôts de code en utilisant des techniques de phishing, d'ingénierie sociale ou en exploitant des identifiants compromis. Une fois l'accès obtenu, ils utilisent des outils pour rechercher et extraire des secrets et des clés cryptographiques. Ils peuvent également rendre publics des dépôts privés et modifier des paquets pour initier des attaques sur la chaîne d'approvisionnement. Le risque principal réside dans le fait que l'exposition du code peut donner aux attaquants une meilleure compréhension des processus internes de l'entreprise, augmentant ainsi leur surface d'attaque. La CSC conseille aux organisations d'enquêter sur les systèmes affectés, de valider l'authenticité des paquets logiciels récupérés, de former les utilisateurs au risque de surveiller l'exposition des secrets. Il est également recommandé de réinitialiser tout secret potentiellement exposé. Je vais préparer un épisode spécial là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les attaques sur les dépôts de la chaîne open source, sur la chaîne d'approvisionnement open source, nous met devant un risque qu'on n'avait pas forcément identifié. C'est quand on va récupérer dans tous ces dépôts qui ont été compromis, comment on fait pour savoir que ça a été compromis ou pas. Il y a un petit dossier sympa à faire. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du vendredi 19 septembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Au revoir.